Bienvenue au 6e épisode du Super Podcast. Mon nom est Marie-Ève Ricard. J'ai fondé le Super Podcast pour parler de planche à pagaie encore plus, pour vous donner le goût encore plus de pratiquer cette belle activité qui rassemble activité physique, plein air, eau, quiétude, sport. C'est super varié, hein? On en a pour tous les goûts et c'est pour ça que le Super Podcast existe, pour que vous puissiez pratiquer cette activité-là en vous sentant le plus possible en confiance, en sécurité, en découvrant des activités à faire aussi cet été. Donc, c'est le temps de planifier son été déjà. On est au mois d'avril. J'ai eu l'occasion de faire ma première sortie sur l'eau à la mi-mars. Je suis vraiment contente d'avoir pu explorer mon nouveau terrain de jeu. Je vais donner des cours cet été nouvellement à l'île Melville, à Shawinigan. Le spot de l'île Melville était gelé encore, donc j'ai pris en face de l'île Melville, vraiment, c'est la rivière Saint-Maurice aussi, là, mais c'était dégelé, donc j'ai pu aller faire ma première sortie, bien habillée. Personnellement, je suis confortable avec, j'ai vérifié, j'ai testé mon équipement quand on sort dans des conditions un peu plus extrêmes comme du SUP de printemps, avec de la glace, de l'eau super fraîche. Ça prend des mesures de sécurité vraiment plus grandes. Donc, l'équipement que j'ai, je l'ai essayé, je l'ai testé, je me suis baignée avec. Il me garde au chaud selon ma tolérance aussi au froid. À l'eau froide, c'est un wetsuit 5 mm que je porte avec une cagoule, c'est cute, et j'ai des gants, je mets des gants 3 mm, des bottillons en néoprène 5 mm aussi, je pense 5 mm, et j'avais bien sûr ma veste de flottaison, j'avais quelqu'un aussi sur le bar qui m'accompagnait, j'avais ma corde flottante, je l'ai dit, mon VFI, c'est sûr qu'on le porte dans ces moments-là, assurément. J'ai repéré les lieux, il y avait du courant, du vent, mais je restais quand même sur le bord de l'eau et j'ai été explorer un petit peu un autre spot un peu plus loin où ça semblait plus calme et c'était fabuleux. Il faisait beau, il faisait chaud, j'ai même eu chaud, oui! Il faisait très chaud. Fallait pagayer fort pour remonter, pour revenir, donc ce fut vraiment une belle sortie, une bonne première pour lancer la saison 2025. Yeah! Ça donne le goût d'en faire plein d'autres. Avant de débuter ce 6e épisode, j'aimerais remercier tous ceux qui ont regardé, écouté l'épisode précédent et les autres précédents aussi. Merci! Vraiment, je suis contente de savoir que ce podcast peut vous aider, vous inspirer dans votre pratique de planche à pagaie. On se comprend entre passionnés. Oui! Merci à Louis Gervais de ton super commentaire. Tu as écrit « Merci pour ces rappels toujours pertinents. Bravo pour ta série de podcasts. » Merci tellement! Ça fait chaud au cœur de savoir que les épisodes vous sont utiles. Donc, merci pour vos bons mots. C'est votre belle énergie, c'est vraiment génial. Donc, aujourd'hui, je reçois mon premier invité qui se nomme Gérald Hott. Salut Gérald! Salut tout le monde! Donc, avant de débuter, je vais te présenter. Donc, tu es un grand passionné de plein air, un véritable pionnier dans le monde de la planche à pagaie, fondateur de Boréal SUP. Gérald partage son amour du SUP à travers des cours, des aventures inoubliables en Mauricie et même ailleurs. Sa passion pour l'eau a débuté à 9 ans sur le Grand Lac Caché. Il a ensuite enchaîné des expéditions impressionnantes, des rivières tumultueuses jusqu'à des traversées iconiques comme celle de Tadoussac à Waskaganish dans la baie James et un incroyable parcours de Montréal à Québec en planche à pagaie, oui, en 2019. Complètement fou. J'ai très hâte de t'entendre là-dessus, Gérald. Et ce n'est pas tout. Avant de fonder Boréal SUP, Gérald a brillé dans l'univers du développement des affaires en tant que gestionnaire principal
Il a couvert le Canada, la côte est des États-Unis, il a développé des stratégies de vente efficaces, collaboré avec des équipes techniques et commerciales pour accroître les parts de marché. Son expertise s'étend également au secteur aérospatial, où il a excellé dans le service client et la vente de pièces de rechange aéronautique. Donc, entre passion, aventure et expertise, Gérald incarne parfaitement l'équilibre entre carrière et passion. Préparez-vous vraiment à en apprendre davantage, autant sur, on va explorer l'eau vive un peu, les expéditions, donc un peu de SOP aventure, de SOP touring, camping aussi. Il va nous en apprendre davantage là-dessus. J'ai très hâte de t'attendre, Gérald. Donc, installez-vous confortablement. On part ce 6e épisode-là. En tout temps, sentez-vous bien libre de commenter, même de poser vos questions. Ça va nous faire plaisir, moi et Gérald, d'y répondre. Et pendant cet épisode, vous allez en apprendre plus, avoir des bons conseils sur la planche à pagaie de différentes sortes. À vos marques? On part ça. Tout d'abord, Gérald, je suis curieuse de savoir d'où est partie cette passion-là. Donc, raconte-nous un peu depuis quand tu as commencé à pagayer, qu'est-ce qui a déclenché cette passion-là chez toi? Dans mon jeune âge, je suis quand même rendu, j'approche 69 ans. Quand j'étais plus jeune, le TDAH, on n'entendait pas parler de ça très, très souvent. On disait que, bon, ils sont turbulents, c'est des petits gars, c'est des casse-coups, ça aime jouer des mauvais tours, ça bouge, ça court, ça se casse un bras, une jambe, ça se graffigne les genoux. En fait, on était tout simplement, on n'était pas hyperactifs, on était des jeunes qui aimaient bouger. Et puis, avec le recul, on se rend compte qu'aujourd'hui, des jeunes qui aiment bouger ou qui sont hyperactifs sont catégorisés comme étant des hyperactifs avec un penchant peut-être TDAH. Je mets en doute très sérieusement cette approche-là, mais quoi qu'il en soit, donc à 9 ans, mes parents me disaient, bon, c'est la fin de l'année scolaire. Et puis moi, ce que je voulais faire cette année-là, l'été, c'était de continuer j'étais canot, de livrer mes 75 journaux par jour, puis d'aller jouer avec mes chums au baseball, au football, au soccer, de faire des mauvais coups, jusqu'à ce qu'à un moment donné, autour de la table, en soupant, mes parents me disent, on a trouvé une activité pour toi cette année. Tu ne seras pas dans le trouble, on t'inscrit à, pas une, mais à 2 sessions au camp 4 saisons, au Grand Lac Caché. Et à ce moment-là, le camp 4 saisons permettait aux campeurs de découvrir le canot camping. Donc, initiation canot, initiation descente de rivière, initiation en rapide, initiation à la vie en forêt, à la survie. Et puis, ça a vraiment déclenché une passion et puis en fait une curiosité pour moi, non seulement au niveau de l'activité comme telle, mais aussi au niveau de l'histoire. Ça venait d'où un canot? C'était quoi l'origine du canot? Alors, de fil en aiguille, je suis passé de campeur à aspirant moniteur, à moniteur, et puis à un moment donné, à l'âge de 14 ans, il y avait le groupe, ce qu'ils appelaient à l'époque le groupe pionnier. Et ces canotiers-là, qui étaient des campeurs plus âgés, pouvaient participer à une longue expédition pendant l'été. Et à 14 ans, je me suis retrouvé à participer à faire l'expédition Montréal-Québec en canot. Ça a commencé comme ça. Par la suite, mes parents ont été transférés à Québec, donc ça a été la découverte de la région de Québec, qui est un joyau d'activité plein air à cause des nombreuses infrastructures qui sont aménagées, soit les centres de ski de fond, les centres de ski alpin,
des rivières assez rocambolesques, la rivière Jacques-Cartier, la rivière Sainte-Anne, le canyon de la rivière Sainte-Anne à partir des Séchutes, où j'ai commencé à pratiquer la descente en eau vive, alors que je commençais le secondaire à cette époque-là. Un de nos profs, notre prof de physique, qui était un amateur de kayak, avait parti à un club plein air. Et puis, avec l'aide d'un de ses collègues, un prof en éducation physique, qui lui s'adonnait à être coach de l'équipe nationale de volleyball, mais ils se sont dit, on va vous initier à la descente en rivière. J'ai découvert le kayak l'eau vive en descendant, entre autres, la rivière. C'était la rivière idéale pour faire l'apprentissage en descente en eau vive. Parce qu'une fois qu'on est dans la rivière, à partir du barrage des Séchutes, avant d'arriver aux chutes Sainte-Anne, c'est un canyon, on ne peut pas sortir de la rivière. C'est des parois qui sont quand même assez hautes de chaque côté, puis il fallait qu'on apprenne à manœuvrer, il fallait qu'on apprenne à escamoter en pleine rapide, et ainsi de suite. Alors, ça a été le début d'une aventure qui dure maintenant depuis très jeune, tout ce qui s'appelle activité nautique, que ce soit en canot, en kayak, en planche à voile, en expédition, et depuis un bout de temps en planche à pagaie, où j'essaie de toujours découvrir de nouvelles choses à chaque fois que j'embarque sur la planche, que ce soit d'affronter de nouveaux éléments, d'affronter de nouvelles conditions, puis par la suite de partager ces découvertes-là avec les gens qui veulent l'essayer, puis qui par crainte, on ne sait pas comment, puis on ne sait pas où, on ne sait pas avec quel équipement, fait que je prends le temps de partager à travers mes nombreuses sorties, à chaque fois que j'ai la chance d'interagir avec des participants, de transmettre cette passion de l'eau. Parce que dans le fond, sur une planche, ou que ce soit en canot, en kayak, ou peu importe, plus particulièrement dans ce qui nous concerne, planche à pagaie, la première chose que je mets en application, c'est le principe de s'amuser. On s'amuse en planche, on découvre. On découvre un paquet de choses. Peu importe les endroits où on va la pratiquer, je découvre toujours de nouvelles choses à chaque fois que j'embarque sur la planche. Je ne vois jamais la même affaire. Donc, la passion est partie jeune, et puis j'ai encore cette passion pour l'eau. J'attends fébrilement de remettre les pieds à l'eau prochainement pour continuer ma feuille de route. Peut-être des projets d'expédition, peut-être la répétition de Montréal-Québec en planche à pagaie, où quand j'avais lancé cette expédition-là, c'était pour refaire un parcours que je connaissais déjà, avec une embarcation différente, avec des contraintes quand même différentes. Affronter le fleuve dans des conditions de marée, dans des conditions de vent, ça demande en fait, c'est une certaine témérité de vouloir s'aventurer dans une aventure comme ça, de faire ce genre d'expédition-là, qui dure à peu près 5 à 6 jours, dans des conditions pas toujours agréables, où on est sur la planche pendant 40, 50, 60, dans certains cas 75 kilomètres. Quand on veut bénéficier des conditions favorables, mettre plus de millage pour pouvoir faire le parcours plus rapidement avant d'être obligé de confronter des éléments qui nous forcent à l'arrêt complètement, parce que le fleuve, lorsqu'il vente, se déchaîne et c'est pas tout à fait l'embarcation idéale pour affronter la vague forte, de la marée forte, ainsi de suite. Et avec tout ton équipement aussi. Ça, avec l'équipement et toutes les consignes de sécurité qui s'imposent, c'est-à-dire avoir les radios VHF pour pouvoir être constamment en contact, en communication avec la garde côtière, avec toutes les autorités intervenantes. Si jamais il y a un pépin ou quoi que ce soit, de bien analyser les points de sortie, les points d'entrée pour pouvoir sortir le plus vite possible si un pépin se présente. Donc, ça, c'est le cumul des années d'expérience qui nous permettent de dire aux gens, oui, c'est possible, même si on est débutant intermédiaire,
de pouvoir faire un parcours comme celui-là. Il s'agit d'avoir une ou deux personnes d'expérience qui vont encadrer les gens, qui vont transmettre la connaissance nécessaire pour pouvoir rendre la sortie agréable puis sécuritaire. J'accompagne beaucoup de gens sur le fleuve qui sont des personnes débutantes intermédiaires qui jamais auraient pensé un jour pouvoir même franchir ne serait-ce qu'une dizaine de kilomètres sur ce cours d'eau-là. Donc, c'est possible, c'est accessible. Puis la raison pour laquelle je m'implique autant à ce niveau-là, c'est que j'ai pas œuvré dans le volet compétitif. J'aurais pu. Est-ce que j'aurais bien performé ou pas? Je ne le sais pas. Mais c'est pas mon intention c'était pas mon intention initiale d'en faire une activité dans le but de concurrencer mes habiletés avec d'autres personnes ou quoi que ce soit. C'était tout simplement dans le but de démocratiser un petit peu, de rendre ça accessible à tout le monde. Tu n'es pas obligé de dépenser 4 000 $ pour avoir une planche ultra performante. Puis les gens me disent, ouais, mais on a acheté une planche à tel endroit, puis tel endroit. C'est parfait. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, puis on va vous montrer la balance, puis à partir de là, vous déciderez si la piqûre vous prend d'investir dans de l'équipement approprié. Donc, il ne faut pas... il y a plein de façons de découvrir les cours d'eau, puis la meilleure des planches ne nous fera pas aller plus vite, ne nous fera pas aller plus loin. La plus mauvaise des planches, la même chose, ne nous fera pas aller plus vite, plus loin. Tout ça, c'est entre les deux oreilles. Puis ce que j'essaie de transmettre pendant tout ça, c'est justement ce qui se passe entre nos deux oreilles quand on est sur une embarcation, puis d'en tirer profit au maximum. Je trouve ça intéressant, Gérald, parce que l'étape numéro 1, c'est de se lancer. Des fois, on se freine sur l'équipement, on ne sait pas toujours quel plan choisir, par où commencer avec l'équipement, que ça soit avoir une planche rigide, gonflable, peu importe. L'important, c'est de l'essayer, de se lancer. Puis tu parlais tantôt justement que c'était téméraire comme expédition quand tu regardes le tout, ton expédition Québec-Montréal, mais je suis convaincue que tu étais bien préparé. De quelle façon est-ce que tu t'étais justement préparé? À l'époque où j'ai commencé mes aventures d'expédition, oui, il y avait la Fédération québécoise d'eau libre, il y avait la Fédération Canoë Camping. C'était à ses débuts, c'était quand même bien organisé. Et si on avait à se documenter, la cartographie était disponible, ces choses-là. Mais quand on a préparé l'expédition Tadoussac-Baie James, ça a pris 2 ans de préparation. C'est 2 années de préparation. Là-dedans, j'ai inclus la recherche de commanditaires. J'ai inclus les autorisations et les droits de passage sur les cours d'eau avec les Premières Nations. Ça inclut la permission de pouvoir naviguer sur la rivière Rupert avec le conseil écrit. Ça inclut les plans d'évacuation. Ça inclut les équipements de sécurité. On se rappelle, à l'époque où je l'ai fait en 1984, les moyens de communication, c'était très limité. On était à environ 1000 km à 1500 km du point de civilisation le plus proche lorsqu'on était sur la rivière Mistassini ou encore la rivière Rupert. Donc, en cas d'évacuation, il fallait avoir un outil pour pouvoir nous secourir rapidement. Puis la seule chose qu'on avait récupérée, c'était une boîte ELT, un Emergency Life Transmitter, qui se retrouve dans le nez des plus petits avions, type Cessna. Lorsqu'il y a un impact, ça déclenche un signal sonore qui est capté par les radars. Puis par la suite, tout le processus de sécurité, d'évacuation est mis en œuvre. C'est 1 heure, 2 heures, 3 jours, 5 jours, 8 jours, 10 jours. On le sait quand les secours arrivent. Mais cette expédition-là était de plus longue durée. Hein? Ça a pris comme 2 ans de préparation, donc c'était de plus longue durée. Tout près de 4 mois et demi, sur 2000 km, 27 jours de contre-courant sur la rivière Mistassini. Ça veut dire tirer le canot Rabasca
pendant 27 jours, portager le canot Rabasca pendant 27 jours, portager à peu près l'équivalent d'une tonne de matériel. Donc, un portage, on le faisait 2, puis 3, puis dans certains cas, 4 fois. On transportait le matériel, on revenait, le canot, on revenait pour la balance du matériel. Donc, à peu près, je dirais, on avait compté pas loin de 450 portages sur le parcours. Des passages qui ont failli coûter la vie de 1 ou 2 participants à cause d'une mauvaise lecture d'un rapide qui se terminait par un seuil. On était à 4 jours de notre arrivée. On avait vraiment mal calculé la force de ce rapide-là, puis une fois dedans, on ne pouvait plus reculer. Il a fallu l'affronter. Mais la préparation physique, la préparation mentale, la préparation logistique, ça fait partie intégrante de la préparation d'une sortie, que ce soit d'une journée, de 2 journées, de 4 jours, de 5 jours, de 6 jours. C'est le même exercice. C'est le même exercice. On ne peut pas s'aventurer sur un cours d'eau sans adresser les éléments de préparation. C'est primordial. C'est vraiment primordial. Et puis, on se fait un devoir, et on n'a pas le choix. On est lié par nos certifications communes chez Paddle Canada, qui encadrent toute l'industrie, que ce soit canot, kayak, planche pagaie, ainsi de suite. Au niveau des instructeurs, on a une espèce de code de déontologie auquel il faut non seulement adhérer, mais mettre en application. Il y a des responsabilités civiles. Donc, il n'y a pas de chance à prendre, que ce soit en tant qu'instructeur, en tant qu'accompagnateur ou en tant que participant, de laisser de côté tous les éléments de préparation puis de sécurité. On ne peut pas s'aventurer sur un cours d'eau qui comporte certains éléments de risque, présence de rapides, présence d'obstacles, ou encore, comme sur le fleuve, présence des éléments, le vent, la marée, et ainsi de suite. Donc, ça prend une bonne préparation. Bien se documenter avant de partir, de ne pas hésiter à demander conseil auprès des gens qui ont l'expérience pour mettre les gens en garde sur certains éléments de leur sortie. Évidemment, on conseille toujours aux gens, surtout dans le cas du paddleboard. Paddleboard, ce qui arrive, c'est que c'est une embarcation qui est très instable. Les gens ne se rendent pas compte que s'ils sont dans une rivière, en fait, ils font une descente de rivière, ils ne se rendent pas compte que le lit de la rivière, c'est composé d'obstacles, de roches, de bûches, de rapides. Si la personne tombe, se cogne la tête ou quoi que ce soit, les risques sont très élevés pour une blessure qui peut être en fait, une blessure qui pourrait potentiellement être fatidique. Donc, notre rôle, c'est de transmettre tous les éléments pour faire en sorte que les gens connaissent bien les éléments de danger. Ben oui, souvent, on parle de la veste de flottaison qui est obligatoire, mais les gens sont comme « Non, mais je sais nager! » Mais à partir du moment où on tombe inconscient parce qu'on se cogne la tête sur une roche, un tronc, que ce soit sur un petit lac calme, sur un grand lac ou en rivière, peu importe, sur le fleuve, le risque peut être plus grand justement sur des plans d'eau là, où il y a plus de courant. Ça peut être difficile de nager à ce moment-là si on est inconscient. Justement, donc c'est d'où l'importance de porter son VFI. Puis en rivière aussi, le port du casque est une bonne pratique, hein? Oui, absolument. Absolument. C'est de la descente de rivière, que ce soit en canot, en planche ou en kayak. C'est de la descente de rivière. Et puis, il faut prendre les précautions d'usage pour prévenir ce genre de situation-là. Parce que non seulement on met notre vie en danger, mais on risque de mettre la vie de d'autres personnes qui vont tenter de nous secourir en danger. Donc, il y a des formations qui se donnent pour le secourisme en eau vive.
comment porter secours à une personne qui est en détresse en rapide. Fait que tout ça, c'est disponible. Mais il s'agit aux gens de juste bien définir ce qu'ils veulent faire comme activité nautique et puis de bien se renseigner sur les consignes de sécurité sur un plan d'eau. Et puis, ça va rendre la sortie agréable parce que c'est fait dans un contexte, de sécurité. Puis si justement, moi, ça me tente de m'initier parce que du paddle, ben, c'est le fun sur un lac calme, c'est le fun aussi quand il y a un petit peu plus de vagues. On peut même surfer avec des subsurf. Et justement, si on veut faire des descentes de rivière, ça peut être une super de belle activité aussi pour vivre de nouvelles aventures. Et si on veut s'initier justement à des descentes de rivière, vivre des expériences en eau vive, quel conseil tu nous donnerais par rapport à ça? Ben, il y a plusieurs, je dirais, façons de s'initier. On a juste on n'a qu'à consulter le calendrier de certains pourvoyeurs en activité de descente de rivière qui offrent des cours d'initiation descente en rivière. Oui. À peu près partout en province, là, il y a. Et puis en fait, le club de kayak Valleyfield est l'endroit idéal pour apprendre à descendre un rapide en paddleboard. C'est un rapide d'à peu près, je dirais, c'est un rapide à la source de catégorie, je dirais tout près de catégorie 4, même 5, parce que c'est le bassin d'eau de Valleyfield qui se déverse, qui a été canalisé pour alimenter l'ancienne usine de filature à Valleyfield. Ils ont conservé toute l'énorme tuyauterie qui servait à dériver cette eau-là pour alimenter les turbines dans le temps. Et puis, avec le temps, ben, l'usine a fermé. Le rapide est toujours là. Du début, on peut parler d'un 4-5 pour finir avec de niveau 4-5 en termes de débit d'eau pour un niveau, je dirais, de 2, 1, dans certains cas 3. Donc, vraiment accessible avec des points d'arrêt le long du rapide pour pratiquer certaines manœuvres. Alors, il y a beaucoup de gens qui se rendent à cet endroit-là, au club de kayak Valleyfield, c'est comme si c'était un circuit fermé pour apprendre justement à manœuvrer dans des conditions de rapide, ne serait-ce que traverser la rapide d'un côté à l'autre, de manœuvrer, de faire des reprises de courant, de faire des appels contre courant, et ainsi de suite. C'est les mêmes manœuvres qu'on fait en kayak, c'est les mêmes manœuvres qu'on fait en appel débordé, c'est toutes les mêmes manœuvres. C'est le même coup de pagaie. La seule chose qui change, c'est l'embarcation. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que souvent, quand j'ai des gens qui viennent dans mes cours, ben ça va faire partie de mes premières questions souvent que je vais leur demander. Est-ce que tu as déjà fait du canot, du kayak? Donc, le sentiment de se propulser sur l'eau, de tracter avec une pagaie, avec une rame, ça vient toujours aider, ça se transfère, cette connaissance-là, avec la planche à pagaie, assurément. Oui. Oui, puis c'est là que à un moment donné, que j'ai tout de suite compris que peu importe l'embarcation, le coup de pagaie, c'est, je dirais, peut-être 75%, sinon plus, de notre capacité de maîtriser l'embarcation. Faire une reprise de courant en canot, ou faire une reprise de courant en planche à pagaie, ou faire une reprise de courant en kayak, ou de faire ce qu'on appelle un back, c'est-à-dire de traverser d'un côté à l'autre de la rive dans la rapide, c'est vraiment l'aviron ou la pagaie qui nous facilite la technique. Alors ça, quand les gens comprennent ça, puis quand on leur montre, ben, OK, je place mon bâton de golf, comment si je veux que ma balle aille droite, ben, place tes pieds comme ça, mets ton bâton de main, prends ton bâton comme ça,
garde la tête sur la balle, pense à rien d'autre, prends ton élan, frappe. En, 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 en eau vive, c'est la même chose. Prends ta pagaie, telle façon, telle position, coupe-la pas, place-la en débordé ou en appel. D'utiliser le poids du corps. Exactement. Gîte ta planche pour traverser, puis ainsi de suite, sans même donner un coup de pagaie, juste à déposer. Ta pagaie en appel débordé, puis tu vas traverser en criant ciseaux. Fait que quand ces techniques-là c'est-à-dire quand ces coups de pagaie-là sont montrés, sont démontrés, les gens commencent à comprendre rapidement que finalement, c'est pas si difficile que ça. Aussi, ce que je conseille aux gens, c'est, écoutez, si vous doutez de votre capacité de vous aventurer en rapide, rendez-vous au club de kayak Valleyfield. Faites juste regarder les gens comment ils manœuvrent. Faites juste regarder, faites juste observer quel coup de pagaie qu'ils donnent pour justement affronter le rapide ou manœuvrer dans le rapide. Par la suite, il y a des cours qui se donnent où on peut commencer dans un rapide de niveau 1 à 2. Et souvent, dans le cadre de sorties, par exemple sur la rivière Bécancour, il y a des endroits où il y a quelques rapides où je prends le temps de montrer aux gens, les gens, non, on ne peut pas descendre un rapide debout. Je dis, oui, on peut le descendre debout. On peut absolument être debout. Démonstration, coup de paquet, gauche, droite, ainsi de suite. Puis les gens le mettent en application, le laissaient, puis ils se rendent compte que finalement, je passais par-dessus ma crainte de tomber en rapide, de franchir le rapide. Juste de le franchir. Justement ça, si je vais faire la rivière Bécancour, par exemple, est-ce que ça serait préférable d'avoir une planche gonflable ou rigide? Est-ce qu'il y a des particularités sur ma planche que je devrais savoir? Sur les plans d'eau calmes, que ce soit lac ou la rivière Saint-Maurice, par exemple, les grands plans d'eau, on peut utiliser rigide, gonflable, pas de problème. La différence entre une rigide et une planche gonflable, c'est au niveau de la manœuvrabilité, de la stabilité et puis de la performance. Le gros avantage de la planche gonflable, c'est qu'on met ça dans le véhicule, dans son sac, on arrive à notre point d'entrée sur le plan d'eau, on gonfle, on fait notre sortie, c'est fini, on dégonfle, on remet ça dans l'auto. Les standards, en termes de longueur et de largeur, ça va varier de 10,6 à du 12,6, c'est-à-dire 10 pieds 6 à 12 pieds 6 pour une planche gonflable. Rares sont les planches gonflables de 14 pieds. Là. Il y en a quelques-unes sur le marché, mais pour nos conditions, nos plans d'eau, là, le ratio 10 pieds 6, 12 pieds 6 est amplement suffisant. Il y a des gens qui font des sorties sur le fer avec des planches gonflables de 12 pieds 6. C'est tout à fait réalisable. Une planche rigide, écoutez, en rivière, la planche rigide, malheureusement, il y a de la roche, il y a des obstacles. On risque de cabosser, de briser, d'endommager la planche. Si c'est une rivière qui est très profonde, où il y a très peu d'obstacles, on peut se permettre de prendre une rigide. Mais dès que c'est une rivière, le premier conseil, c'est de prendre une planche gonflable. Avec des rapides, dès qu'il y a plus de roches, d'obstacles, ça serait donc judicieux d'y aller plus avec une gonflable à ce moment-là. Puis en rapide, on prend des pentes. Plus la planche est courte, plus elle est manœuvrable. Donc, une planche de 9 pieds 6. Il y a des planches de 8 pieds 6. La compagnie NRS a des planches spécialement adaptées pour la descente de rapide. C'est-à-dire que la planche a un rocker avant beaucoup plus élevé pour éviter que la planche creuse dans la vague du rapide. C'est ça. Donc, pour rester à flot, du courant. Puis pour les ailerons, y a-tu quelque chose en particulier? Oui, les ailerons le plus court possible et idéalement des ailerons flexibles. OK, ouais. Donc, ça existe. Dès que l'aileron est plus petit, ça élimine, le bris de l'aileron, et puis deux, ça élimine d'autres dommages qui pourraient être causés
au fin box. C'est-à-dire la boîte qui retient la boîte qui retient. Sur une planche rigide, règle générale, c'est que les fin box sont moulés à même la planche, donc on peut carrément arracher le fin box puis endommager la planche. Ça devient une réparation assez onéreuse et coûteuse. Sur une planche gonflable, ce qui risque d'arriver, c'est que l'aileron flexible risque de tout simplement débarquer sans nécessairement endommager le fin box. Et puis le fait d'avoir un aileron flexible permet de pouvoir absorber de plus gros impacts, mais de toujours avoir une bonne direction. Puis ça prend un aileron, peu importe les conditions d'eau, peu importe le type de plan d'eau qu'on utilise, mais en rivière, c'est toujours préférable d'avoir un plus petit aileron, un aileron de rivière avec la capacité d'être flexible. Ça existe, c'est disponible, c'est quand même très répandu sur le marché, fait que c'est disponible auprès des fournisseurs. Puis justement, quand on magasine une planche, de porter attention au socle, parce que certaines planches ont un aileron fixe qu'on ne peut pas enlever. Fait que si on prévoit vivre des expériences comme la descente de rivière, faire un peu plus d'eau vive, bien à ce moment-là, ce serait judicieux d'avoir un socle qui nous permette de changer notre aileron pour en avoir une plus courte. Ben, la différence entre les planches, ce que j'appelle les planches d'entrée de gamme, les planches qu'on achète, par exemple, en ligne, sur Amazon, peu importe, ou les planches qu'on achète dans les magasins grande surface. C'est des planches qui sont pas mauvaises, les planches, là. Ça peut faire la job très bien. Absolument. La seule chose, c'est que c'est un petit peu plus fragile. Les matières qui sont utilisées pour fabriquer ce genre de planche-là, ben, ils sont beaucoup moins épaisses. Donc, plus fragiles, en fait, plus facile à déchirer ou même si on les surgonfle, à carrément exploser. Parce que. Exactement. Fait, il s'agit de bien déterminer en partant ce qu'on veut faire comme activité. Puis il y a des écoles, qui ont des flottes de planches ou qui permettent aux gens de pouvoir louer, d'essayer. Mais le meilleur conseil que je donne aux gens, c'est avant de faire quoi que ce soit, allez faire une couple de sorties ou des sorties d'initiation pour apprendre à connaître les différentes compositions de planches. Les gens vont vous expliquer c'est fait comment, ça vient d'où, qu'est-ce qui est utilisé pour fabriquer une planche, qu'est-ce qui catégorise une mauvaise planche, puis une bonne planche. Il y a plein d'éléments qui vont permettre aux gens d'être bien guidés dans la sélection du produit en fonction des activités qu'ils veulent faire. Oui, puis si on veut s'initier, tu parlais tantôt qu'on peut aller dans un club. Souvent, il y a des clubs qui font du rafting, du canot, du kayak. Bien souvent, ils ont pris la tangente aussi avec la planche à pagaie. Donc, ça peut être une belle façon de s'initier avec des professionnels. Il y a aussi, sur le site de Paddle Canada, des sorties souvent qui peuvent être affichées. Et ça nous permet en même temps d'aller chercher des compétences. Rivière 1, Rivière 2. Donc, ça nous permet de s'initier d'une façon très sécuritaire. Souvent, on peut louer l'équipement aussi dans ces endroits-là. Donc, quand même bien qu'on ait notre propre planche, bien, ça peut être chouette de louer de l'équipement qui est 100% adapté pour la sortie qu'on fait. Ça nous permet d'essayer d'autres choses aussi. Puis, ça va maximiser notre expérience par le fait même. Oui, et puis d'avoir un accompagnateur, un instructeur qui a ces certifications-là, que ce soit par l'entremise de Paddle Canada ou encore que ce soit par l'entremise d'Eau Vive. Oui. Les gens sont en mesure d'apprendre rapidement comment manœuvrer dans des conditions d'eau instables. Oui, parce que c'est le fun d'être sur l'eau, mais ça reste quand même un élément plus grand que nature. Fait que ça peut virer au cauchemar si on est mal guidé, mal accompagné, effectivement. Oui, puis ça peut être impressionnant pour certaines personnes, puis les personnes vont reculer, non, vraiment, c'est pas pour moi. Ouais. Donc, on essaie de démontrer aux gens, oui, c'est possible, même si tu as une planche de 10,6, d'aller sur le fleuve
avec certaines limitations. Si on revient sur le fleuve, là, l'expédition Montréal-Québec que tu as faite en planche à pagaie, je serais curieuse de savoir les défis auxquels tu as dû faire face pendant cette expédition-là. Ça a été quoi tes plus grands défis, que ça soit physique ou mental? Physiquement, de pagayer pendant 40, 50, 60, 75 kilomètres pour profiter des meilleures conditions, ça peut devenir un petit peu éreintant. Des fois, on se dit, qu'est-ce que je fais là, moi? Je suis en train de me donner la misère du monde à vouloir pagayer pendant 50, 60 kilomètres. Ben, à la fin de la journée, on se rend compte que c'est... on se sent, comment je dirais, on a vaincu, là. C'est comme si on venait sauter dans... Ouais, c'est grisant là, de dire hey, j'ai fait 50 km aujourd'hui, je ne pensais jamais, dans des conditions de vent. Mais physiquement, c'est éprouvant. Mentalement, ce qui est éprouvant, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau. Donc, il faut savoir composer avec 4, 5, 6 ou 7 personnes qui ont des approches différentes, qui ont des capacités différentes ou qui ont des tolérances différentes à l'effort physique ou à l'effort mental. Des fois, ça peut devenir un petit peu challengeant de ramener tout le monde au même diapason. Oui, c'est possible, mais des fois, c'est vraiment en dents de scie. Le groupe qui devrait rester homogène, à un moment donné, éclate. Il y a des gens qui sont carrément sur la rive sud, alors qu'il y en a un autre groupe qui est sur la rive nord du fleuve. On ne peut pas faire ça. Là. On ne peut vraiment pas faire ça. S'il faut intervenir rapidement, traverser 1 ou 2 kilomètres sur le fleuve, là, ça peut prendre pas mal de temps. Oui. Fait qu'on essaie de... Mentalement, c'est de composer avec les tempéraments différents de chaque participant. Mais quand ça, c'est bien expliqué dès le départ, quand il y a une bonne préparation, puis que tout le monde sait exactement à quoi s'attendre en termes de défis physiques, en termes de défis mentaux, ça diminue la probabilité, en tout cas la très forte probabilité qu'il y ait des différences ou qu'il y ait des gens qui décident carrément de débarquer en c'est pas pour moi cette affaire-là, c'est ben trop. Ouais. Mais le fait de franchir 240 km sur une planche, le plus grand défi, ça a été de traverser le lac Saint-Pierre avec des vents de face. Wow. Des vents de face à 23, 24 nœuds, où il y a un moment donné, on arrête, on va sortir à Yamachiche. On va laisser le vent passer, puis s'il le faut, on reprendra l'eau et puis on continuera le lac en pleine nuit. Ce qu'on a fait. Les vents sont tombés, puis on a fait le lac en pleine nuit jusqu'au cap, jusqu'à la pointe du lac. On avait été hébergé par le club multivoile. On frappait la queue d'une tornade, d'une tempête des États-Unis qui remontait la côte est. Et puis, finalement, les 2 premiers jours ont été des jours éprouvants au niveau des conditions d'eau, conditions de vent. C'était vraiment un défi difficile. On se dit, oh, c'est comme ça pour les 5 prochains jours, là, on va me nager. Finalement, les conditions se sont calmées. Mais quand on est sur le fleuve, l'axe du fleuve par rapport au vent nord-est, on est toujours en diagonale sur les vagues. Okay. Donc, on se trouve à... bord que tu pagais. Toujours. Fait que moi, j'ai fait 240 km en pagayant que du côté droit. Incroyable. Pour pas dériver. Mais ce qui est euphorisant, c'est quand on arrive à Québec, on est devant le port de Québec, on est devant les traversiers, on est accueilli par le Queen Mary, parce que la garde côtière avait avisé les autorités portuaires de la voie maritime qu'on passait pour débarquer à Baie-de-Beauport, mais il se devait de signaler notre passage parce que le Queen Mary, après notre passage, continuait lui son parcours vers Tadoussac.
Donc, à notre arrivée, ça a été le déclenchement des canons de mer sur le Queen Mary. C'était vraiment, vraiment, vraiment féerique comme arrivée. Mais à la fin physiquement, on était drainé. On était vraiment drainé physiquement. Ça a pris peut-être, je dirais, 2 semaines de récupération pour réussir à se rétablir de cette expédition. D'ailleurs, toute expédition, autant que ça nécessite une préparation de longue date, autant que ça nécessite une récupération appropriée. Le après, c'est vrai. Oui, faire une espèce de débrief sur ce qui a bien été, sur ce qui a mal été, comment mieux se préparer pour la prochaine. Donc, tout ça, ça fait partie de l'expérience qui s'accumule. Ça permet à notre corps de reprendre ses forces. Oui, multiplié par 1, 2, 3, 4, 5 participants qui ont une feuille de route différente. Donc, quand on cumule toute cette expérience-là ensemble, bien, ça fait une méchante expérience du terrain. Puis, c'est quasiment une obligation de partager cette expérience-là. Oui, puis au début, tu parlais dans ta préparation de ton plan de navigation, ton plan d'urgence. Dans ton expédition Montréal-Québec, tu as super bien expliqué les endroits où tu as pu sortir, par exemple à Yamachiche. Parce que quand on est sur un plan d'eau, on est beaucoup plus vulnérable face à Dame Nature, hein? Les vents, les courants, les intempéries. Fait que quand on connaît nos points où on peut se ravitailler, se mettre au chaud, à l'abri, ça doit grandement aider. Dès qu'on vient sur la terre ferme, hein, on dirait qu'on se sent plus en sécurité aussi si jamais la température change. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'ils suggèrent en planche à pagaie de se tenir toujours proche des berges, donc sur le bord de l'eau, quand même pas trop loin. Fait que s'il y a quoi que ce soit, on peut sortir sur la terre ferme. Toi, avais-tu prévu justement tous ces arrêts-là préalablement? Oh, le plan de navigation était préétabli et partagé avec les autorités maritimes, c'est-à-dire la garde côtière, la Sûreté du Québec, qui avait la responsabilité de relayer notre plan de passage aux autorités portuaires, et ainsi de suite. Fait que c'est pas... Oui. Chaque point d'entrée était préétabli, chaque point de sortie était préétabli. À chaque point de sortie, on avait identifié des endroits où dormir parce qu'on dormait, évidemment, on avait fait ça au mois de septembre, à la fin du mois d'août, début septembre. Il ne faisait pas chaud, il ne faisait pas froid, sauf qu'en fin de journée, on voulait être au sec. Il fallait sécher nos vêtements, c'est-à-dire qu'il fallait sécher nos wetsuits, parce que rien de plus plate que d'embarquer dans un wetsuit tout mouillé le lendemain matin, qui est froid. Il fallait bien se nourrir, il fallait dormir pour être sur l'eau le lendemain matin vers 7 heures. Donc, toute la logistique des points d'entrée, points de sortie, ça inclut tout ça. La bouffe, les vêtements, la préparation, la réparation, les communications avec l'unité de route qui nous suivait avec les équipements de remplacement, parce que selon les conditions d'eau, on changeait de planche, on changeait de pagaie ou quoi que ce soit. On délestait du matériel qu'on n'avait pas de besoin ou on en reprenait. Fait qu'on avait un véhicule qui traînait tout ce matériel-là d'un point de sortie, c'est-à-dire d'un point d'entrée au point de sortie, ou s'il y avait si quelqu'un voulait sortir plus tôt que prévu, ben, la communication se faisait par téléphone et par radio. Donc, tout ça, ça fait partie de la préparation. Puis quand on connaît nos plans d'eau, les vents, les conditions météorologiques, vous deviez probablement être toujours collé sur la météo. Quand vous avez vu les prévisions pour le temps un peu plus difficile qui vous attendait, bien, la stratégie justement d'ajuster la stratégie pour pagayer de nuit, c'était une excellente idée. Souvent, on sait qu'en début, en fin de journée, c'est les moments les plus calmes sur l'eau. Bien souvent, le vent tombe.
Oui, puis aussi de bien connaître les chartes de marée. Ça, c'est sur un plan. Les marées sur le fleuve sont impressionnantes. Euh, Quand on peut rouler à marée, évidemment, c'était toujours à marée baissante, c'est-à-dire que la marée se dirigeait vers Québec. Euh, dans le cas de, dans le coin de Port-Neuf, il y a un passage où le fleuve est très étroit, dans le Chenail. À marée baissante, la marée est tellement forte que les cargos ne peuvent pas remonter le courant. À plusieurs reprises sur le fleuve, à marée baissante, les bouées complètement couchées. Donc, on pouvait rouler. Puis en paddle, on roulait à des fois à des vitesses en kilomètres. En termes de kilomètres-heure, on pouvait atteindre 15-20 km/h, tellement que la marée nous tirait. Dans le Chenail. Donc, le Chenail, c'est la partie du fleuve dans laquelle les cargos naviguent. Et puis, c'est la partie où il y a le plus de dragage, c'est-à-dire qu'il y a plus de creusage pour permettre justement à ces cargos-là, à haut tonnage, de pouvoir franchir la voie maritime. C'est ce qui permet la navigation sur le fleuve. Si ce n'était pas ça, ben, il n'y aurait pas de navigation maritime. Donc, ça crée un corridor de circulation d'eau qui est très profond et où l'eau s'engouffre dans ce passage-là, puis ça crée un mouvement puis une force de courant qui est assez impressionnante. Assez impressionnante. Ah oui, puis tantôt, tu parlais que tu changeais de planche, tu changeais de pagaie pour faire une expédition comme Montréal-Québec. Qu'est-ce que ça prend comme équipement, idéalement? Bien, idéalement, plus la planche est longue, plus la planche est large, en termes de longueur, on peut parler d'une planche de 14 pieds. Moi, dans mon cas, je préfère les planches de 28 à 30 pouces de large. Parce que la planche est beaucoup plus stable. Puis c'est pas une course qu'on fait là. C'est une expédition. En fait, la comparaison se fait, par exemple, avec le canot qu'on a utilisé pour une des expéditions. C'est un canot 25 pieds. Canot 25 pieds de long. C'est un canot qui avait 48 pouces de largeur et sa ligne de flottaison était de 4 pouces. Donc, ça nous permettait de pouvoir affronter de bons rapides sans nécessairement être très instable. Donc, le rapport avec la planche longue, plus la planche est longue, plus la planche, évidemment, une planche adaptée pour le touring et non pas une planche de compétition. Une planche de touring va permettre d'avoir beaucoup de stabilité. Et plus la planche est large, ben moins on va être porté à tanguer et à chercher constamment notre équilibre dans des conditions de vent ou des conditions de vague. Une planche plus courte, c'est qu'on va continuellement rouler sur la houle, tandis que la planche longue, elle, va glisser, ouais. Glisser sur le dessus de la vague, sur le dessus de la houle. Parce que des planches de 14 pieds, on peut voir ça en course souvent. Mais là, la planche sera plus instable parce qu'elle est plus étroite. Parce que pour aller chercher une grande rapidité, ben ça prend de la longueur, ça prend quelque chose d'étroit. Le minimum, c'est 12 pieds 6. Okay. Le maximum, 14 pieds. On est en voiture avec ça. Là. Plus court, oui, on peut le faire, mais ça va nécessiter beaucoup plus de manœuvres. Ça va être plus difficile à contrôler. Plus difficile. Ouais. Ça va être du travail. Mais plus c'est long, plus c'est stable, plus la glisse est confortable. Ouais, puis en termes de paquet, va donner plus de longueur. Oui. Effectivement. Effectivement. Puis quand le fleuve est calme, quand le vent n'a pas d'emprise, c'est un plan d'eau qui est totalement accessible à tout le monde. Mais à tout le monde. S'il y a des conditions de vague, des conditions de vent, on demande aux gens d'être accompagnés ou de ne pas faire preuve de témérité puis s'aventurer au large. C'est trop dangereux. Oui, puis comme on disait tantôt, ben c'est parce que ça va prendre quelqu'un pour venir nous chercher, là.
si on n'est pas en mesure de revenir par nous-mêmes. La formation que j'ai suivie avec la garde côtière, c'est que le processus d'intervention, dès qu'il y a un signal, d'alerte qui est lancé pour une rescousse, peu importe, plus spécifiquement sur la voie maritime, il faut garder en tête que la garde côtière va déployer un navire qui coûte environ 25 millions. Plus l'équipage qu'il faut déployer, plus les interventions au niveau provincial, c'est la Sûreté du Québec, et ainsi de suite, des ambulanciers. Donc, c'est un armada d'intervention qui est déployé pour venir à la rescousse d'une personne. C'est... je parlais avec un agent de la garde côtière, puis il me disait, tu sais, Gérald, dans le fond, il dit, ben oui, les bateaux coûtent cher, oui, il y a une équipe exhaustive qui est déployée pour sauver une personne, mais il n'y a pas de coût. On ne calcule pas le coût pour porter secours à une personne. Donc, pour sauver la personne. Fait que, tu sais, faut quand même retenir ça que dès qu'on déploie un effort de secours, c'est un exercice qui est très exhaustif. Très exhaustif. Donc, on essaie de ne pas se mettre dans cette position fâcheuse. En étant bien préparé, bien guidé, bien encadré, bien préparé, ça évite des situations qui peuvent être assez dangereuses. Puis je suis curieuse, tu as fondé Boreal Sup, qui est une entreprise qui offre de belles activités en planche à pagaie, des sorties, des expéditions. Tu fais bénéficier justement ton expertise à tes participants pour que les gens puissent vivre de belles expériences en SUP sur l'eau. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Boreal Sup? Dans le fond, quand j'ai parti Boreal Sup, c'était pour agir comme intermédiaire pour les clubs qui existaient déjà, où je vendais mes services d'instructeur ou d'accompagnateur ou de guide ou quoi que ce soit. Si vous pour une raison ou pour une autre, il vous manque de personnel ou quoi que ce soit pour accompagner vos clients, ben, sous-traiter avec Boreal Sup. Puis de fil en aiguille, ben, les gens ont commencé à s'intéresser à l'aspect éducatif de mon approche de planche à pagaie. C'est-à-dire que dans un plan de formation, oui, l'aspect le plus important, c'est le plan éducatif. Qu'est-ce que les gens vont retirer comme pédagogie, que ce soit le tennis, que ce soit le hockey, que ce soit le golf? Nous, en tant qu'instructeurs, formateurs, on doit retransmettre d'une façon pédagogique la pratique de l'activité pour que les gens puissent maîtriser non seulement la technique, mais le vocabulaire. Pratiquer tout ce qui englobe l'activité à laquelle ils veulent s'adonner. Donc, graduellement, ben, c'est devenu Boreal Sup, une école où je transmets tous ces éléments-là de façon en organisant des sorties, que ce soit en rivière, en rapide, sorties de nuit. Comme toi, je fréquente le parc de la Mauricie parce que c'est un magnifique terrain de jeu. C'est un magnifique terrain de jeu que les gens connaissent, mais qui ont intérêt à découvrir encore plus. Donc, en faisant des sorties, par exemple, sur le lac Caribou, des sorties de nuit, les gens, voyons donc, des sorties de nuit sur le lac Caribou avec certaines limitations, ou entre autres sur le lac Sakakomi, où j'ai une entente avec le service des loisirs, où je fais découvrir aux gens la beauté du lac en pleine noirceur. Wow! Puis sur un lac, même quand il fait noir, il fait clair. Oui. Oui. Ouais, puis quand tu reviens sur le bord, c'est là que tu vois qu'il faisait noir, parce que tant que tu es sur l'eau, ben, il fait clair. Il fait clair, oui. Puis, non, fait que c'est Boreal Sup, en fait, la raison d'être de Boreal Sup, c'est tout simplement de permettre aux gens de
de pratiquer l'activité avec des personnes, avec des personnes qui ont justement le désir de partager cette passion-là, cette connaissance-là, puis en même temps de nourrir leur découverte. Oui, puis leur donner une belle autonomie. Oui, 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 absolument. Génial! Et quels sont tes projets futurs pour cet été? Ça va être pas mal, je dirais pas mal plus l'aspect sortie. Oui, il va y avoir des cours, oui, il va y avoir encore quelques certifications, oblige, même obligatoire, là. Mais à part de ça, j'ai en tête de refaire Montréal-Québec, euh, soit en solo, puis je vais faire une invitation à large, les gens qui veulent se joindre à moi pour faire le parcours du début à la fin ou de le faire en partie. Fait que ça, en principe, j'aimerais ça pouvoir faire ça au courant de l'été. Puis on est limité par obligation par Paddle Canada. On ne peut pas être plus que 6 personnes encadrées par un seul instructeur. Et puis, c'est un petit peu plus difficile d'encadrer une dizaine ou une quinzaine de personnes sur un cours d'eau comme le fleuve Saint-Laurent. Donc, petit groupe, plus facile à gérer. On élimine plusieurs risques. Mais oui, ça va être pas mal de profiter des rayons de soleil parce qu'on attend le soleil et la chaleur dans mon cas, depuis le 31 décembre. C'est vrai, on n'en a pas parlé tant que ça, mais quand tu voyages, t'apportes aussi ta planche. Oui, ben c'est ça. Il y a un endroit que j'aime beaucoup. J'en ai fait pas mal partout. Mais cet endroit-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est à Santa Maria, à Cuba. Il y a au large, je dirais à peu près à 4 km des côtes, il y a deux petites îles vraiment isolées. Moi, je les appelle les îles de Robinson Crusoe. Il n'y a pas personne sur ces îles-là, mais c'est des formations géologiques de la barrière corallienne. Donc, de la plage jusqu'à l'île, l'eau est quand même pas trop agitée. Par conditions venteuses, c'est pas tout. Donc, très, très accessible. Mais dès qu'on arrive aux îles, c'est une faune complètement différente, tortues de mer, dauphins, qu'on ne peut pas voir, là. Puis en même temps, bien, ça permet de découvrir et de raffiner des techniques de navigation en conditions de mer. T'amènes ta planche gonflable dans l'avion? En bagage hors norme, hein? Bagage hors norme, à peu près toutes les compagnies offrent le transport des planches moyennant un forfait d'environ une centaine de dollars en bagage excessif, mais c'est à peu près la même chose que de traîner un sac de golf. Mais l'avantage avec la planche, c'est qu'une fois qu'on est sur place, ça nous permet de découvrir un paquet de choses qui autrement ne seraient pas accessibles. Les points de vue, hein? Ah, oui. Puis quand je suis sur l'eau, il y a plusieurs tours. Ah, Gérald, peux-tu me montrer comment? Peux-tu me donner un cours? Peux-tu? Ah, je vais aller m'en acheter. Oui, oui, ça donne le goût. Puis on commence à avoir de plus en plus de gens qui voyagent dans le sud avec leurs planches. On voit plein de posts sur Facebook. Fait que, si mes sorties en mer peuvent contribuer à faire découvrir aux gens que oui, c'est accessible, oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a des limitations? Oui, il y a des limitations. On doit avoir, c'est pas obligatoire, on doit avoir, le standard international, c'est que ça prend une planche avec une double chambre à air, c'est-à-dire deux parois, c'est-à-dire s'il y a une paroi qui pour une raison ou pour une autre, se dégonfle, bien, on a une deuxième bouée de sauvetage sur la planche qui nous permet de rester à flot. Mais oui, ces planches-là, c'est quand tu gonfles ta planche, tu as deux valves, une chambre à gonfler plus au centre habituellement, ouais. Puis tu en as une autre valve à l'arrière de la planche. Ouais. Donc, ça fait qu'elle est même plus rigide aussi. Oui, oui. Donc, si jamais ta planche perd de l'air, ben, il va toujours rester une chambre pour te permettre de flotter. Oui, oui, surtout si on s'aventure le long des récifs ou quoi que ce soit, c'est quand même des formations volcaniques, c'est des îles de formation volcanique. Les parois rocheuses sont quand même assez tranchantes. Non, avec une planche régulière, il y a moyen de s'amuser puis de découvrir des choses.
ne serait-ce que de longer la côte pour aller visiter les autres complexes ou peu importe, peu importe, peu importe. Ça permet d'explorer autrement que de marcher seulement sur la plage, hein? Oui. Oui, oui. Puis ça permet de faire de belles rencontres de gens qui, dès qu'ils sont sur la planche, je dis, ben voyons donc, c'est plaisant, jamais j'aurais pensé. Puis, tu vois, je retourne encore avec ma conjointe, puis ma belle-fille, son conjoint, les 3 petits-enfants, on retourne là à la fin du mois d'avril, puis c'est sûr et certain que tout le monde va être sur l'eau en planche, puis encore là, ça ne me surprendrait pas que je donne encore quelques cours là-bas. Et quand j'avais amené ma planche gonflable en Martinique, ben j'en parle dans un épisode précédent du super podcast. Là, j'avais fait un face-à-face avec une tortue. Les deux, on avait fait le saut. Oui. C'est fabuleux, hein? Parce qu'en étant debout sur la planche, ça nous donne une très belle vue pour voir dans l'eau, puis justement pouvoir observer ces belles tortues qui s'amusent à remonter à la surface de l'eau. Oui, puis ce qui est amusant, là où je vais, il y a toujours des lagunes, c'est-à-dire des espèces de rivières internes qui séparent ces, ces îles-là, puis c'est une faune complètement différente, là. Je reviens avec des coquillages. Je montre ça aux gens, puis évidemment, je les remets à l'eau, mais les gens ne soupçonnent pas la présence d'une faune qui est riche, qui est pleine de couleurs. C'est impressionnant à voir, mais fait que c'est le. Quand on est en vacances, on peut traîner une planche, peu importe le type de planche. Évidemment, dans le transport, on ne peut pas transporter. Oui, on pourrait transporter une planche rigide, mais d'une longueur maximum de. Il ne faut pas que la planche ait plus que 9 pieds. C'est-à-dire, fait que c'est des planches de surf. Ouais. Planches de surf, habituellement, là, vont varier de 4-5 pieds à peu près. Un longboard va avoir à peu près ça, 8-9 pieds. Mais En voyage, justement, j'ai croisé quelqu'un qui avait amené sa planche rigide dans l'avion. C'était un Québécois, puis j'ai demandé est-ce que ça a été facile, difficile, puis il m'a dit ah non, c'était vraiment pas évident. Mais ouais. non, tu sais, puis il n'y a pas d'atelier de réparation là-bas. Ouais, non, c'est ça, ça casse un voyage. Effectivement. Fait que c'est préférable d'utiliser une planche gonflable quand on voyage. J'aimerais terminer avec un conseil, le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens. Ça peut être en lien avec les expéditions, les rivières, en voyage. As-tu un conseil vraiment incontournable là, pour nous? Ben, euh, le, pour, pour avoir la piqûre, tu sais, pour voir si. Le premier conseil que je dis aux gens, tu sais, c'est aventurez-vous. Aventurez-vous, peu importe le plan d'eau, essayez-le. Commencez par des plans d'eau calmes. Dans la région, on est quand même assez choyé avec le parc de la Mauricie. On est même très choyé. C'est des magnifiques plans d'eau de toute beauté qui sont très peu fréquentés d'ailleurs. Puis il n'y a pas de bateau à moteur. Pas de bateau à moteur, exactement. C'est le fun de débuter. Oui, oui. Des plages magnifiques où on peut arrêter, des endroits où on peut camper. Dans le parc de la Mauricie, à un coût ridiculement bas, on peut s'adonner au SUP camping. C'est l'équivalent du canot camping. On a avec tout ce qu'on a de besoin, nourriture déshydratée, nos bouteilles filtrantes à eau ou des capsules pour la filtration de l'eau, tous nos denrées alimentaires, nos vêtements, nos accessoires, réchauds et ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui font partie de la préparation. Puis le meilleur conseil que je dis aux gens, essayez-le pour un soir. Partez en subcamping pour un soir, un coucher. Essayez de découvrir par vous-même votre capacité d'adaptation à des conditions qui sont anormalement absentes, en fait, qui sont absentes de votre quotidien. Donc, élargissez vos. Exactement. Et puis, on peut se documenter de mille et une façons. Et aujourd'hui, sur l'Internet, il y a plein de capsules
où on peut aller chercher des éléments pour garnir notre projet d'expédition d'une journée, 2 journées. Il y a des plans d'eau, partout au Québec qui sont très accessibles pour pouvoir justement, en fait, la CEPAC, les parcs nationaux, Les réserves phoniques. plein, plein d'endroits où on peut. Mais tu sais, ce serait prétentieux pour moi de dire le premier conseil. En fait, aventurez-vous, découvrez l'aventure. Découvrez l'aventure. Puis le plein air est une belle façon de découvrir notre capacité à s'adapter au changement. Il pleut, pas grave. On a une bâche, on se fait un abri, on se fait un feu, on a de la nourriture, on a de l'eau chaude. On n'a pas besoin de plus. Donc, oui, puis idéalement, si vous pouvez le faire avec des personnes ou avec des groupes qui pratiquent ce genre d'activité-là, ce camping, bien, participer à des sessions d'initiation. Les gens vont vous dire comment installer votre bivouac, où s'installer, peu importe, quelle nourriture, ne serait-ce que dans le cadre d'une conférence ou ne serait-ce que dans le cadre d'une sortie, bien, les gens vont vous guider sur la préparation sans nécessairement obligé de dépenser des milliers de dollars en équipement ou quoi que ce soit. Là. Avec des éléments très simples, puis finalement, c'est en pratiquant qu'on va devenir plus à l'aise dans nos sorties. Oui, puis comme tu dis, de commencer par un endroit accessible. Par exemple, le lac Wapizagon dans le parc de la Mauricie, c'est un très bel endroit pour débuter avec le SUP camping. On a des endroits pour camper pas très loin quand même, donc ça permet de voir si ça nous plaît. Mais il y a des listes qui sont disponibles. Éventuellement, je pourrais même te partager des listes de qu'est-ce que ça me prend pour faire ce genre de sortie-là. Quel genre de nourriture, quel genre de sac de couchage, quel genre de tente, et ainsi de suite. On est limité sur une planche à pagaie, sur ce qu'on peut. Léger, là, petit. Ou quand même, oui, c'est exactement. Mais il y a une façon de faire une sortie avec un minimum d'équipement puis rendre la sortie agréable. Ah, ben merci énormément, Gérald, pour ton temps, ta grande générosité. C'était fort intéressant de passer ce bel épisode-là avec toi. Merci beaucoup, 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 beaucoup. On en a appris davantage sur les SUP expéditions, les SUP en rivière aussi, même en voyage. Donc, ça donne le goût d'essayer plein de choses cet été, puis de partir à l'aventure. Fait que j'invite les gens à écrire vos commentaires, vos questions, si vous en avez aussi pour Gérald. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis je vais placer aussi où on peut te retrouver, Gérald, avec Boreal SUP si on veut suivre tes aventures cet été. Donc un énorme, énorme, énorme merci, Gérald, encore une fois. Merci pour tout. Merci pour ton temps. Bye, Marie-Ève. Donc, bye, bye. Merci. Bye.